Il y a un passage, c'était sur du plat, mais c'était très, très long, 2-3 kilomètres, où on était tous, en file indienne, on avançait et il y avait beaucoup, beaucoup de vent, mais le vent, il était très chaud et en fait, il y avait personne. Il y avait pas les docteurs, avec les 4x4, et il y avait personne et même moi, j'y ai pensé. Je me suis dit: «Mais si là, je tombe, bah, je fais comment? Il y a rien» et en fait, les docteurs, il faut savoir qu'ils étaient, eux, c'est pareil, ils étaient à droite, à gauche, il y a eu tellement de malades qu'en fait, eux, ils étaient overbookés. Les hélicos, ils étaient overbookés et d'ailleurs même Patrick Bauer, il nous a dit, heu «Vous déclenchez la balise que si c'est en cas d'urgence». J'ai fait l'erreur dans mon sac de pas emmener assez de poudre pour mettre, dans l'eau et à un bout d'un moment, bah, j'en avais plus. J'ai demandé en fait à des Anglais, même des Français, s'ils avaient pas de l'Isostar ou quelque chose, d'autre pour mettre, dans l'eau et à chaque fois, ils m'ont tous répondu «oui», quoi. Tout le monde était là dès qu'on manquait de quelque chose, tout le monde était présent pour te filer, ce que tu n'avais pas et il y avait une solidarité, incroyable entre coureurs et c'était trop bien. C'était super. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Préparez-vous à vivre un sacré coup de chaud avec notre épisode du jour. J'ai en effet le plaisir d'y recevoir Elisa Bernard, que vous connaissez peut-être sous le nom de Elisa is Running, le nom de sa chaîne YouTube. Elisa va nous faire vivre dans cet épisode son premier marathon des sables, qui s'est finalement tenu au début du mois d'octobre, après 1 an et demi de report en raison de la pandémie. Elisa a vécu pour l'occasion un sacré baptême du feu, au regard des conditions particulièrement chaudes en cette période de l'année, et d'un mystérieux trouble gastrique qui s'est diffusé sur la course et qui a notamment donné lieu à une hécatombe jamais connue jusqu'ici, avec un taux d'abandon de 48%, là où la moyenne sur la course est habituellement de l'ordre de 10%. Cette 35e édition a également été tristement endeuillée par le décès d'un des coureurs survenu lors de la 2e étape, et qui n'a pas manqué de bouleverser profondément et à juste titre les participants, l'organisation et chacun de ceux qui ont été amenés à suivre la course à distance. J'avais très envie de recueillir le témoignage d'Elisa pour mieux comprendre cette course qui m'a toujours fasciné, l'occasion rêvée de savoir comment s'organiser au mieux lorsqu'on participe à cette course pour la première fois, et d'avoir le point de vue d'une coureuse de milieu de peloton tout au long des 250 km que compte la course. Ce marathon des sables vous intrigue et vous fascine vous aussi. Vous voulez en comprendre tous les ressorts, pas de doute, cet épisode est fait pour vous. Et pour ne rien gâcher, Elisa est éminemment sympathique et partage avec beaucoup de spontanéité son aventure extrême qui dépasse évidemment très largement le seul cadre sportif. Mais je ne vous en dis pas plus. Elisa va vous raconter tout ça bien mieux que moi. N'oubliez pas votre crème solaire et bienvenue à tous dans ce nouvel et très dépaysant épisode de Course épique, Sable émouvant. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Donc là ça enregistre, on est bon. Ouais. Et ben on va faire un petit clap et puis let's go. Là il n'y a pas vraiment besoin de clap parce qu'on n'est pas à distance, mais c'est pour le plaisir de la tradition, c'est de la superstition. Tu veux le faire ? Un gros clap, vas-y. Allez. Bonjour Elisa, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique qui marque une étape symbolique du podcast puisque c'est aujourd'hui notre 50e épisode. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que je viens de finir il y a 2 minutes à peine le montage du premier épisode avec Guy Pelan qui nous parlait de son marathon de Londres. Elisa, tu claques à peine la porte de l'avion de retour de cette édition 2021 du Marathon des Sables. Comment est-ce que tu te sens physiquement quelques jours après ce défi sportif ô combien exigeant ? La récup est bonne ? Alors déjà, tout d'abord, merci à toi, c'est cool. Je suis KO, je suis fatiguée. Ne t'endors pas pendant le podcast. C'est clair. Franchement, je pensais pas que mon corps allait agir comme ça après la course, quoi. Je me sens vidée, perte d'énergie, mais je sais que ça va revenir petit à petit, donc je m'inquiète pas. Vidée mais heureuse.
Ouais, C'est ça qui super prime aussi. contente, vraiment trop fière de moi. Elisa, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je m'appelle Elisa, j'ai 28 ans, je fais de la course à pied depuis 12 ans maintenant. J'habite à Nantes et voilà, je suis fan de course à pied, je fais des vidéos sur YouTube de course à pied, je commande toutes mes courses, c'est un vrai plaisir et je vais continuer dans ce sens-là. Donc on aura bientôt une vidéo de ton marathon des sables. Exactement, une mini-série avec étape par étape tout ce qui s'est passé, parce que j'ai beaucoup filmé avec ma GoPro là-bas. On va remonter un peu le temps, Elisa. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant et ado ? Alors quand j'étais enfant, j'ai fait pas mal de basket, à peu près à l'âge de 10-11 ans. Et apparemment j'étais forte, mais je m'en rendais pas compte. Et à la fin, j'en ai eu marre et j'ai arrêté complètement le sport jusqu'à l'âge de mes 16 ans. T'en as eu marre parce que t'en faisais trop ou parce que t'avais pas un intérêt particulier ? Ouais, j'en avais marre des entraînements. À chaque fois, c'était les matchs, les entraînements. C'était assez intense et apparemment, il y a même le coach qui est venu me voir à la maison, enfin voir mes parents pour insister pour que je continue, mais moi vraiment j'en pouvais plus. Et en fait, je me suis rendu compte au collège que je perdais au niveau du cardio. En fait, quand on faisait le cross du collège, c'était horrible. Pour moi, je voulais pas faire le cross du collège. C'était un fardeau. Ouais, la punition, se lever le samedi matin. Oh là là. Et je voulais pas du tout. Les choses ont pas mal changé. C'est ça, ouais. Et à quel moment, justement, je sais pas si c'est de l'amour, mais en tout cas, ton intérêt pour la course à pied s'est développé ? Alors, ça a rien à voir, c'est à cause de mon opération des dents de sagesse. Ok, le lien est pas immédiat, effectivement. T'es devenu moins sage ? En fait, je me suis fait opérer donc, des dents de sagesse, j'en avais 3, un truc banal, classique. Je reviens à la maison et en fait, j'étais vraiment claquée, je faisais rien de mes journées. Je mangeais des trucs mous, des yaourts, compotes, etc. Au départ, c'est ce qu'il faut manger. Et en fait, je me suis sentie inutile, allongée, je faisais rien de ma vie. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, il faut vraiment que je bouge. J'avais en fait besoin de bouger. Et d'un coup, j'ai commencé à me dire, je vais aller courir. Demain, je vais aller courir. Et en fait, je me suis jamais arrêtée. C'est comme ça que j'ai commencé la course à pied. Je me suis sentie vivante, en fait. Tu as progressivement évolué vers tes premières courses et tes premières compétitions. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça ? Et puis, quelle a été la première course à laquelle tu as participé ? Alors, ma première course, c'était les Foulées du Tram à Nantes. C'est une course gratuite qui est très connue sur Nantes. Et ma mère s'entraînait aussi pour cette course-là. Donc, en fait, on s'est entraînés aussi ensemble avec une copine à elle, une autre personne. Donc, on était 4 et on s'est dit, allez, il faut qu'on fasse une course. Donc, c'était un 15 km. Pas mal pour un début déjà ? Ouais, et en plus, on tenait à peine 1 heure de 10 km, 1 heure. On n'arrivait pas à tenir les 10 km. C'était vraiment au début. On faisait 6 km, après on était KO. Et en Est-ce fait, que tu as le droit de finir en tram avec cette course ? Non ? C'était fatigué ? Non, c'est pas pour pas ça le droit. D'accord. Et du coup, on s'est entraîné. Et ensuite, pendant les entraînements, quand on a réussi à tenir 10 km, on était trop contente. Et puis après, on a fait la course. On a mis 15 km, on a dû mettre 1h45. On n'en pouvait plus. Vous avez fini. Ouais, on était trop contentes. Et après, ça a continué. Donc, ouais. Tu as évolué progressivement jusqu'à des efforts de plus en plus longs, et notamment ce marathon des sables tout récemment. Est-ce que tu aurais imaginé évoluer vers des tels formats de longue distance le jour où tu as fait ces 15 premiers kilomètres ? Ou comment est-ce que finalement est né ce désir de repousser un peu la limite à chaque fois ? Est-ce que c'est venu progressivement ? Est-ce que tu as besoin de te fixer des gros challenges pour avancer ? Ouais, alors franchement, jamais je n'aurais imaginé faire des ultras, en fait. Je m'étais dit, en fait, à un bout d'un moment, à force de courir, j'ai commencé à faire le semi-marathon. Je trouvais que c'était cool. Et je m'étais dit, un jour, je ferai le marathon. C'est sûr, j'ai envie de tester, quoi. C'est la course mythique.
Mais jamais je me suis dit bah tiens je vais faire au-dessus. Je savais même pas qu'il y avait des distances au-dessus d'un marathon, les ultra-marathons, ultra-trail, que je connaissais pas. Donc en fait alors c'est à cause de Julien Rabier, le youtubeur. Ouais, c'est clair, allez. C'est à cause de lui là, le youtubeur là on est devenus potes et c'est lui qui m'a en fait traîné dans l'ultramarin, 177 km, dans les courses comme ça de dingue, que moi au départ je voulais pas trop, mais bon. Et avant de faire ce 177, tu as eu des étapes intermédiaires quand même, ou est-ce que tu as fait un grand saut d'un marathon Non, j'y suis vraiment allée progressivement. J'ai fait le trail de l'Archange, c'était un 56 km. Je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait tellement plein de courses. Ouais, tu y allais graduellement, en tout cas, t'es pas arrivé du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais en tout cas soudainement sur le 177. Franchement, j'ai été sérieuse quand même. Hormis le marathon des Sables, qui est, j'imagine, un accomplissement majeur de ton parcours sportif et dont nous allons parler plus largement dans la suite de cet épisode, est-ce qu'il y a un ou deux moments de course qui ont particulièrement marqué ta vie, des moments qui auraient été en quelque sorte des points de bascule, qui auraient scellé ta passion pour la discipline ou qui t'auraient laissé en tout cas une empreinte indélébile? C'est quoi les moments forts que tu as vécu en course jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui rejaillissent plus que d'autres? Il y a aussi il y a le marathon du Médoc où en fait il y a tellement plein de courses. En fait, j'adore courir avec les amis. Donc le marathon du Médoc, c'était un marathon festif. T'étais déguisée? Ouais, j'étais déguisée. On était tous déguisés. Il est incroyable ce marathon. Et tous les 1-2 kilomètres, il y a ravito tout le temps. Il y a des glaces à la fin. Et dans les ravitaux, on ne boit pas que de l'eau de source. Ouais. Enfin, on peut en tout cas ne pas boire que de l'eau de source. Il y a du vin et il y a tout, quoi. Dans ce marathon, c'est incroyable. Et j'ai rencontré... alors, c'est en Belgique que j'ai rencontré une course qui s'appelle le Trail de la Forêt d'Anlier. Trail des Forges de la Forêt d'Anlier. Une course en Belgique où, en fait, j'ai rencontré plein d'amis qui sont des coureurs qui se déguisent. Et c'est des organisateurs de courses en France, majoritairement. Et en fait, maintenant, c'est devenu des vrais potes et ils m'invitent sur plusieurs marathons. Il y a le marathon de Vannes, le marathon du Médoc, il y a plein de marathon de Royan. Et du coup, en fait, à force de faire des vidéos, de se voir, de se croiser, en fait, c'est devenu vraiment mes potes. On est vraiment, je sais pas combien, mais on est une 30-40aine. Donc, tu es sûr de retrouver toujours des gens avec toi sur des lignes de départ, vous organisez pour être à ouais, plusieurs? C'est ça. Souvent, c'est des organisateurs, mais il y a des personnes comme nous, coureurs, comme, je sais pas si vous connaissez Gilbert, celui qui a la croix, qui se déguise en Jésus. Ouais. C'est un de mes potes, par exemple. C'est excellent, c'est trop drôle, quoi. Lui, il a tout fait aussi, comme course. Elisa, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes points faibles, que ce soit d'un point de vue physique ou mental? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as l'impression que tu as une forme de don naturel et puis d'autres, des choses qui sont plus compliquées pour toi ou sur lesquelles tu as besoin de bosser plus pour y arriver? Alors, mon point faible... Tu n'as pas envie de bosser d'ailleurs? Mon point faible, c'est le dénivelé. Je crois que tout le monde est au courant, en fait. Le D+, je crois que je pourrais jamais faire une course en montagne, quoi. Enfin, je dis ça, je testerai, mais je suis vraiment nulle. Et quand tu dis D+, c'est la montée et descente, les deux? Ouais, c'est plus les montée et descente. J'ai une fragilité, en fait, au niveau de la cheville. Je me fais des entorses à répétition. Ce qui fait que dès que je fais du trail, je suis obligée de porter une chevillère au cas où, parce que sinon c'est pas possible. D'ailleurs, je dois me faire opérer, donc très prochainement, il va plus avoir de vidéos pendant un long moment sur ma chaîne. Tu es le premier à savoir. Et maintenant, tout le monde sait. Voilà, maintenant, tout le monde va être au courant. Et du coup, effectivement, pour revenir vite fait au Marathon des Sables, j'avais le mental... je voulais absolument terminer cette course-là parce que je me suis dit, c'est la dernière course, grosse course, avant 6 mois, 1 an d'arrêt, quoi. Voilà. Donc ça va demander de la patience. Ouais, de la rééducation, parce que pour la petite histoire, je me suis déjà fait opérer en 2016, et en fait, 1 an plus tard, je me fais une entorse sur le marathon du Cognac, et du coup, entre guillemets, je foire tout le travail du chirurgien.
Et le chirurgien, il m'a dit, écoute, va falloir qu'on fasse une opération plus lourde, une greffe, etc. Et je l'ai pas faite. Et là, cette année, je me suis fait une entorse encore. Et là, je me suis dit, c'est le moment de tester la deuxième opération. Donc voilà. Elisa, est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans ta pratique de la course à pied? Autrement dit, pourquoi tu cours? Ah oui, la fameuse question, pourquoi tu cours? Ouais. Il y a plusieurs réponses en fait. Je cours parce que j'aime bien courir seule, ça me permet d'évacuer le stress. Courir aussi avec des personnes, papoter, décompresser. Sur les courses, j'adore franchir les lignes d'arrivée, c'est comme un accomplissement en fait, à chaque fois. Et Est-ce que tu ressens un vide après le passage d'une ligne d'arrivée? Est-ce que tu as une forme de nostalgie ou de alors, vide? Ouais. Non, parce qu'en fait, du coup, la course continue, entre guillemets, dans le montage, à travers le montage. Donc en fait, ça fait durer le plaisir, entre guillemets, de se dire, bon, la course est terminée, maintenant, hop, place au montage, hop, on va faire de la com sur Internet, etc. Et de toute façon, après, j'enchaîne beaucoup de courses, donc... Que tu documentes à chaque fois en vidéo? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc tu nous l'as dit, on a compris, tu es créatrice de contenu avec ta propre chaîne YouTube Elisa is Running. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type de vidéo? Donc il y a des comptes rendus de course, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et puis fondamentalement, qu'est-ce qui motive cette initiative? Qu'est-ce que tu as envie d'y partager, de transmettre à ton audience? Alors, j'ai décidé en fait d'être, entre guillemets, petite youtubeuse, youtubeur runner, parce que la première fois que j'ai fait un marathon, je savais pas comment ça allait se passer. C'est ma sœur qui avait gagné un dossard et elle me l'a donné. Et moi, j'étais pas prête à faire un marathon. C'était le marathon de Paris. Et en fait, j'étais tellement stressée que je me suis dit, tiens, je vais regarder sur YouTube s'il y a des vidéos pour savoir en fait comment ça se déroule le marathon de Paris, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je suis tombée sur une des vidéos d'un des youtubeurs, runners. Et du coup, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien de savoir en fait la personne, enfin c'était Joday, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Bref, un youtubeur, et il expliquait tout ce qui se passait, etc. Et en fait, à bout d'un moment, à force de regarder plein de vidéos comme ça, je me suis dit, finalement, pourquoi pas moi? Parce qu'en plus de ça, il y a très peu de filles qui filment des courses, il n'y en a même quasiment pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me lancer là-dedans, ça peut être sympa, une petite touche féminine. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans un reporter, je sais pas si tu vois qui il est. Oui, qui est ouais, aussi, j'adore. Un monument qui documente aussi beaucoup et qui est dans le partage comme toi de ses aventures et qui les fait suivre pas à pas. Ouais. Elisa, est-ce que tu peux nous parler de la place que tient aujourd'hui la course à pied dans ton quotidien? Comment est-ce qu'elle coexiste avec ta vie professionnelle? Enfin voilà, c'est quoi une semaine type pour toi de course? Peut-être en distinguant les phases de prépa, pas prépa. Comment tu vis la course à pied au quotidien? En fait, j'enchaîne entre course à pied et les jours de repos, je vais à la salle. J'essaye de travailler le plus le haut du corps parce que la course, ça travaille plus les jambes. Et après, je cours à peu près 3 fois par semaine. C'est un peu aléatoire en fait, ça dépend de ma forme. J'essaye de varier en fait, des sorties longues, du fractionné. Pas de dénivelé. Alors j'essaye de m'entraîner quand même dans les escaliers pour du D+, parce qu'à Nantes il n'y a pas trop de dénivelé, mais oui, un peu dans les escaliers, voilà, je fais un peu de tout, enfin j'essaye en tout cas. Merci beaucoup pour cette introduction, Elisa. On va passer désormais à la basket chinoise, qui est le format de portrait chinois de l'émission. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Je serais Catwoman. Ok. Un des déguisements que tu as porté à un de tes marathons du Médoc? Pas du tout, c'est que... Ça doit pas être très agréable, son déguisement pour courir. Ouais. Je crois pas, son costume. Ouais. Non, c'est parce que... en fait, quand j'étais au collège, on m'appelait Griffwoman, parce que je me taillais les ongles en pointe pour... Parce que dans un nouveau dossier, ça. C'est clair. Personne n'est au courant de ça. Enfin, si, à part mes anciens copains. Je taillais mes ongles en pointe pour faire fuir, pour griffer, pour me défendre, en fait,
auprès des wesh-wesh du collège, ça marchait très bien. C'était dissuasif. Ouais. Donc voilà, le personnage Catwoman, ça me va bien. Et donc, si tu étais un animal, lequel serait-il ? Un animal à griffes ? Un petit chat. D'accord, tout de suite, c'est plus doux. On est dans un autre registre. Maintenant, j'ai grandi. Petit chaton. C'est une histoire là. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi ? Bah oui, Marine Leleu. C'est direct, je pense à elle. Pour l'ensemble de son œuvre ou... Elle a une force, le mental incroyable, quoi. C'est une ouf, cette fille, quoi. Elle fait plein de trucs, elle touche à plein de trucs. Pour moi, elle a tout réussi dans sa vie, quoi. Et franchement, et puis elle est super sympa. En tout cas, tu as eu elle a l'occasion de la rencontrer déjà ? Une fois, ouais, sur le salon du running de Marathon de Paris. Ouais. Merci beaucoup, Elisa, de t'être frottée à cet exercice périlleux de la basket chinoise. On va maintenant plonger dans ta course épique, le Marathon des Sables. Quelques mots introductifs pour présenter ce Marathon des Sables qui plante son décor et même sa tente dans le Sahara sud-marocain. Cette édition 2021 est la 35e du nombre, reportée d'avril 2020 à septembre de cette même année, puis à avril 2021. Celle-ci s'est finalement tenue du 1er au 11 octobre dernier et réunissait pour l'occasion 672 concurrents de 41 nationalités différentes, dont un important cortège de Français qui représentait à eux seuls 40% des concurrents. Le Marathon des Sables est le premier raid désertique au monde et compte 5 étapes chronométrées de 30 km à un peu plus de 82 km pour un total de 250 km à réaliser en autonomie totale alimentaire. Le Marathon des Sables se court à allure libre, donc les concurrents peuvent marcher tout au long de l'épreuve et réussir à être finisher. Tu vas nous parler aussi des barrières horaires, ça a aussi pas mal guidé ton aventure. Ainsi, les moins rapides parcourent ces 250 km à environ 3 km/h de moyenne, donc ça fait à peu près 80 heures de course, un peu plus, et les plus rapides à près de 12 km/h, soit 21 heures de course environ. La chaleur, le poids du sac à dos, le relief parfois tourmenté et le sable compliquent bien évidemment la progression des coureurs, causant courbatures, crampes, ampoules et parfois même des blessures bien plus sérieuses. Pour autant, le nombre de concurrents parvenant au bout de l'épreuve reste élevé. En général, on dénombre de 80 à 95% de finishers chaque année, mais ça, c'est la théorie qui n'a pas manqué d'être démentie cette année, comme tu vas nous le confirmer, je pense. Cette édition 2021 en effet a été marquée par un nombre d'abandons records et dans un registre bien plus dramatique encore par le décès d'un des participants qui a bouleversé tous les coureurs, l'organisation et tous ceux qui ont pu suivre la course évidemment. Qui dit Sahara dit évidemment très forte chaleur avec un mercure qui grimpe jusqu'à 45 degrés, parfois même au-delà des 50 degrés. Il convient donc de s'équiper avec soin et d'être particulièrement attentif au risque de brûlure, à la déshydratation, à la perte massive de sel ou encore au coup de chaud. Chaque année, le parcours du Marathon des Sables reste secret jusqu'à la veille du départ. Les concurrents ont cependant la garantie d'y trouver à chaque fois, c'est le cocktail gagnant, du terrain plat souvent dur et caillouteux, du sable parfois dur, croûté, souvent mou, des dunettes, des dunes et même des dunes géantes. J'ai appris le mot dunette en échangeant avec toi avant cet épisode, je trouve ça très mignon. Des ascensions et des descentes pas très longues mais souvent raides, des passages techniques dans des escarpements rocheux et en crête, des gorges et enfin des weds asséchés où les concurrents peuvent trouver un peu de végétation. Donc voilà, ça fait un bien beau cocktail. Donc vous l'aurez compris, le Marathon des Sables, c'est certes une épreuve sportive que l'on pourrait qualifier d'extrême, mais c'est aussi et avant tout un voyage intérieur puissant, une véritable introspection qui fait que pour chaque coureur, il y a définitivement un avant et un après Marathon des Sables, j'ai l'impression. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur cette course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai déjà un coup de chaud juste en lisant toutes ces quelques lignes, ça promet. Elisa, avant que tu partages avec nous le récit de ta course épique, c'est l'heure de notre question qui pique, un moment redoutable de l'épisode. Donc cette question qui pique, elle va être sous la forme d'un vrai faux aujourd'hui et sur un thème qui, une fois n'est pas coutume, est très directement lié à ta course épique, à savoir le désert. J'ai donc 3 courtes questions à te poser dans le cadre de cette question qui pique. À toi de me dire si ces affirmations sont vraies ou non. Est-ce que tu es prête ? Ouais, c'est bon. Première question de ce vrai faux. Le plus grand désert du monde est l'Antarctique. Aucune idée. Alors, c'est pas dans les choix. Plutôt vrai ou plutôt faux, tu penses ? Je sais pas, plutôt vrai. Eh bien, c'est vrai, effectivement. C'est une zone, elle n'a pas besoin d'être chaude pour être admissible au titre de désert. Elle a juste besoin de perdre plus d'humidité qu'elle n'en gagne. Donc, on considère comme désert un endroit qui reçoit moins de 254 mm de pluie par an. Or, l'Antarctique est loin de cette limite avec à peine 166 mm de précipitations annuelles. Le désert du Sahara a donc une pluviométrie annuelle moyenne supérieure à celle du désert antarctique. Voilà, c'est assez surprenant, mais l'Antarctique est un désert. Peut-être une idée pour un prochain marathon ? Sûrement. Un ultra, on ne sait pas. Ouais. Deuxième question de ce vrai-faux. Est-ce vrai selon toi qu'il y aurait des parties du désert d'Akatama, qui est au Chili, où aucune pluie n'aurait jamais été enregistrée ? Depuis que la Terre existe, ou presque. Ouais, je pense que c'est possible. C'est vrai ? Et ouais, 2 sur 2. Tu touches en désert quand même. Ouais, t'as vu, je suis experte maintenant. T'es désertologue ? C'est ça.
Et, donc voilà, oui, en effet, tu as raison. Les scientifiques ils pensent que les parties de cette région sont dans un état désertique extrême depuis 40 millions d'années, donc ça fait quand même un petit moment qu'ils n'ont pas vu de pluie. Donc c'est plus longtemps que n'importe quel autre endroit sur Terre. Et pourtant, plus d'1 million de personnes vivent aujourd'hui dans l'Atacama. Les agriculteurs extraient suffisamment d'eau des aquifères et des ruisseaux issus de la fonte des neiges pour faire pousser des cultures et élever des lamas et des alpagas. Dernière question de ce vrai-faux. Vas-tu faire le grand chelem ? Le suspense est intense. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller boire l'eau d'un cactus en cas de très forte déshydratation dans le désert ? On fait comment, du coup, parce que le cactus, tu peux pas le toucher. Alors effectivement, c'est un des éléments de réponse. Admettons que tu aies une machette sur toi quand tu cours, ce qui est la base, ouais, bien sûr. C'est tronçonneuse, je sais pas quoi. Faux. Enfin, moi, j'irais creuser, en fait. Je sais pas. Alors, je sais pas si creuser est la bonne solution, peut-être, mais en tout cas, c'est faux. Tu as raison. Effectivement, il y a un premier sujet qui est arrivé, qui a coupé un morceau de cactus sans y laisser la moitié de sa main. Et l'autre aussi, c'est que si tu choisis une mauvaise espèce, tu risques d'être prise de violents maux de tête et de diarrhée. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans le désert, j'ai l'impression. Mais donc voilà, faut pas se tromper. Donc dans le doute, on a peut-être fait ça, alors. C'est ce qui s'est passé, alors, sur la 35e édition, sûrement. Trop de cactus. Elisa, bravo, 3 sur 3, incroyable. Ouais, franchement, tu t'es découvert un talent en désert, bravo. Allez, c'en est fini cette question qui pique. On va passer désormais à ton marathon des sables ô combien mouvant et même à plein d'égards très émouvant. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment est née cette idée de participer à ce marathon des sables 2021 ? Est-ce que tu devais initialement y prendre part en avril 2020 avant que les reports s'enchaînent jusqu'à ce mois d'octobre ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tout au début, en fait, il y a une copine à moi qui publie sur Facebook comme quoi elle va participer au Marathon des Sables. Et moi, c'était une course que j'avais en vue, que je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Mais juste en disant comme ça, tu vois, genre, c'est comme l'UTMB, ah, ça a l'air cool. Mais je le ferai pas, tu vois. Et en fait, il faut qu'on me pousse à chaque fois. Sinon, je peux pas. Enfin, sinon, j'y vais pas. T'es pas impulsive ou tu peux pas faire sur un coup de tête. Non, sinon, pas les grosses courses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si ma pote, elle y va, bah c'est parti, j'y vais. Comme ça, on est deux, ça peut être trop bien. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, cette personne-là m'a dit, tiens, j'ai un ami en fait qui veut le faire aussi. Et du coup, au départ, on était 3. Il y avait Patrice, Marion et moi. Et au final, on s'est retrouvés plus que 2 à cause des reports, etc. Parce que Marion, finalement, elle a décidé de ne pas le faire tout simplement parce qu'elle était passée à autre chose. Et du coup, on s'est retrouvés, Patrice et moi, pour la course. Est-ce que cette course, tu avais déjà montré de l'intérêt ? Est-ce qu'elle revêtait une dimension assez mythique pour toi déjà ? Est-ce qu'elle avait quelque chose d'un peu différent, une attraction particulière ? Oui, parce que pour moi, c'était une course extrême et je me suis dit, ouais, si j'y arrive, ce serait trop bien. Et puis, je voyais les vidéos des coureurs qui couraient dans le désert. Je me suis dit, ouais, c'est incroyable, quoi. Il y a des gens, ils courent dans le désert, quoi. Genre, vraiment, j'étais choquée, mais en même temps impressionnée par cette course, en me disant c'est quand même extrême. Voilà. Et donc c'était une première pour toi, tu n'avais pas eu l'occasion de t'essayer à ce type de format, le plus long que tu aies fait jusqu'alors, c'était l'ultramarin ? Voilà, exactement, le plus long c'était l'ultramarin, 177 km, mais j'avais jamais fait de course à étapes, avec plusieurs distances tous les jours, je connaissais pas. Donc ce marathon des sables, c'est une course au format et au contexte très inhabituel, on l'a dit. Le matériel et l'équipement qui sont requis sont bien spécifiques et puis il y a un vrai enjeu autour de la gestion de son autonomie. Est-ce que tu peux nous parler des grands principes et puis par quel bout on prend le truc quand c'est la première fois qu'on participe à un marathon des sables ? Est-ce que tu es guidé aussi par l'orga qui t'accompagne sur tout ça ? Est-ce que tu as été sollicité, peut-être des retours d'expérience de gens qui l'avaient déjà fait ? Parce que j'imagine que ça va être un peu terrifiant de savoir par quel bout prendre le sujet, tellement de choses nouvelles à appréhender. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marathon des sables, ils ne te demandent pas des points ITRA comme d'autres courses. Et tu t'inscris, tu payes et c'est bon, tu fais partie des inscrits. Pour payer, donc déjà, il faut payer en plusieurs fois parce que c'est quand même assez cher. Et ensuite, une fois que tu es inscrit, c'est parti, tu regardes le règlement. Il y a des choses à apprendre obligatoires comme
couteau, boussole, miroir, couverture de survie. Il y a beaucoup de choses en fait à prendre déjà dans le sac. Machette à cactus. Ouais, c'est ça, tronçonneuse. Et le poids du sac, donc en fait, il faut un sac avec tout le matériel, c'est en autosuffisance, en autosuffisance. Et en fait, le sac, il faut qu'il fasse minimum 6,5 kg et maximum 15 kg. Donc déjà, il faut s'entraîner aussi avec du poids dans le dos. Tu sais pourquoi il y a un minimum ? Oui, c'est pour éviter les tricheries, parce qu'il faut du matériel obligatoire et du coup il faut c'est le minimum parce que en plus je pense qu'ils ont dû calculer, mais il faut ramener du lyophilisé. Là-bas on mange du lyophilisé et puis pas tout le matériel donc. C'est exclusivement du lyophilisé ou tu peux emmener d'autres choses Non, on peut emmener autre chose. Moi j'ai emmené par exemple des barres de Nutella là, mais du coup ça fond. Enfin on peut pas tout emmener dans le désert parce qu'il y a beaucoup de choses qui fondent donc voilà. Et là, sur cette partie alimentation, donc il y a la gestion des étapes en elles-mêmes. Est-ce que tu dois aussi gérer tous tes repas le soir, le matin ? Est-ce que c'est intégralement en autonomie ? Ouais. Alors, en fait, quand on arrive là-bas, dans les tentes, tout au début, on a eu 1 journée et demie de repos avant de commencer. En fait, on a pris l'avion le vendredi matin. On est arrivé l'après-midi. On avait toute la journée de repos. Et le lendemain, on avait la journée complète de repos. Et là, ils nous offraient, en fait, avant la course, en fait, avant les étapes, ils nous offraient le repas. D'accord, mais pour le reste de la course, une fois que c'était démarré, le soir, vous faisiez votre tambouille avec ce que vous aviez avec vous. Tous les soirs, on avait un réchaud, on faisait le repas, quoi. Et c'est très épuisant quand t'as fini une course et que faut que tu fasses ça. Franchement, en fait, tout ce qui est à l'extérieur de la course, c'est épuisant. T'as la flemme en plus, t'es KO. Mais bon, c'est comme ça. Et le sac, si on parle du sac, est-ce que quand tu partais sur les étapes, tu portais juste de quoi subvenir à tes besoins le temps de l'étape et tu pouvais laisser des choses que tu récupérais au bivouac le soir, ou est-ce que tu avais vraiment l'intégralité de tes affaires tout le temps ? On avait tout le temps. Sinon, tu jetais. Moi, j'ai jeté mon pyjama Harry Potter pour faire moins de poids pour l'étape longue. En fait, il y a une étape longue le 4e jour. Et j'ai jeté le maximum pour être plus léger, en fait, tout simplement. Et ouais, il y a des choses que quand tu peux pas garder dans le bivouac parce que de toute manière, c'est un point A à un point B. Donc tu reviens jamais, en fait, au même endroit. Donc tu es obligé de jeter. Et sur la tenue, j'ai vu que vous aviez des chaussures assez particulières. Non, c'est ça, pour protéger, en fait, pour pas que vous ayez de sable qui rentre dedans. C'est ça. C'est une espèce de guêtre, ou je sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est des guêtres pour empêcher que le sable rentre dans les chaussures et éviter les frottements. Donc ça, c'est soit faut coudre, soit faut coller. Le scratch, en fait, c'est à scratch. Et ça marche plutôt bien, les guêtres. On va parler maintenant de ta préparation. Est-ce que le fait qu'il y ait eu des décalages, ça a fait que tu as eu plusieurs faux départs sur ta préparation ? Et puis, plus globalement, de quoi a été composée ta préparation ? C'est quoi les grandes composantes ? Combien de temps avant t'as démarré ? Ouais, c'est vrai que quand je me suis préparée, on a plus fait de la rando. Parce qu'au final, on savait qu'on allait beaucoup marcher. Il fait tellement chaud on s'est dit on va faire beaucoup de rando. Et c'est vrai que les reports, le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs fois des reports. Et à un bout d'un moment, t'es moins motivé, en fait, à t'entraîner. Et vers la fin, en fait, je me suis pas tellement entraînée. Je me suis entraînée à la boule, sur la plage, pour le sable, en fait. Ça, c'est indispensable, tu penses, de traiter cette partie-là, entraînement dans le sable ? Je pense que ça aide. Je pense que ça nous a aidés. Après, personnellement, je pense que je me suis pas assez entraînée en mode randonnée. J'ai beaucoup couru parce que c'est ce que je préfère. Marcher, c'est ce que j'aime le moins. mais ce qui nous a aidés aussi, c'est avec le poids du sac. On s'est entraîné avec le poids du sac, 10 kilos dans le dos. Et je pense que ça nous a aidés. On parle de combien de temps de préparation ? Ça s'étale sur quoi ? 2 mois, 3 mois, 6 ?
Tu le distingues pas vraiment parce que tu avais d'autres courses échelonnées au fil de Ouais, moi cette prépa. j'ai toujours couru, donc c'est parce que c'est une passion, donc ça peut servir comme entraînement, mais là faut pas me demander combien. Enfin, généralement, je m'entraîne pas vraiment pour des courses en fait. Enfin, mes Donc courses. là, tu fais pas des formats très longs tu n'as pas fait des sorties de plusieurs, je sais pas, de 7-8 heures ou des choses comme ça? Non, le plus long que j'ai fait, c'est 20 km à pied, donc c'est à peu près 4 heures. Le lendemain, on a remis ça. Et en fait, on faisait ça vers la fin, quoi. 1 mois et demi avant, on faisait ça en semaine, enfin le week-end. On l'a fait que 2-3 fois. Voilà. Donc t'as pas le souvenir d'une préparation extrêmement lourde en soi? C'est pas un truc très Non. intense? Après, moi, c'est parce que je visais pas du tout de chrono et je me suis dit, bon, bah voilà. Enfin, après, chacun est Oui, bien différent, sûr. quoi. Ouais. C'est en fonction de l'objectif qui s'est assigné. Ouais. Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition tu te sens à l'issue de cette phase de préparation? Est-ce que tu as l'impression d'être dans des bonnes dispositions pour y arriver? Ou c'est plein d'incertitudes? Non, c'est beaucoup de doutes. On ne sait jamais si on est prêt ou pas pour ce genre de course. Et en plus, on ne savait jamais si ça allait être bon ou si ça allait être reporté. Et ça, c'était quelque chose en plus à ajouter que du coup, on ne savait pas si on s'entraînait pour quelque chose ou pour rien. Donc, c'est vrai dur que... de trouver la motivation. Ouais, c'était compliqué. Hein. Vers la fin, je me suis dit, je vais m'entraîner, mais vite fait, parce que ça se trouve, ça va être encore reporté et ça va servir à rien. Alors qu'au début, j'étais au taquet, je voulais bien m'entraîner. Puis après, ça a été reporté. Ton objectif sportif, on l'a compris, c'est de finir ce premier marathon des sables pour toi. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu as envie de vivre, que ce soit en termes d'expérience humaine, de paysage, de rencontres? Qu'est-ce que tu viens chercher aussi avec cette course? Moi, je voulais vraiment être dépaysée, en fait. Et je voulais faire des rencontres aussi, parce que j'avais vu que le marathon des sables, c'était on était assez solidaires entre nous. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il y avait un problème ou qu'on avait besoin de quelque chose, tout le monde était là. C'était vraiment incroyable. Et puis, le dépassement de soi, encore, je voulais chercher ça. Sortir de sa zone de confort, je l'ai trouvé. Je suis vraiment sortie, c'est ça. Donc voilà, je suis venue chercher beaucoup de choses et vraiment tout est validé, quoi. Tu nous l'as dit, tu es arrivé à peu près 1 jour et demi avant sur place, tout le monde part en avion ensemble, vous partez tous ensemble, tous les concurrents? Ouais, un gros c'est charter ça. avec tous les participants. Avant la course, vous avez le droit à une session de briefing de Patrick Bauer, qui est l'organisateur. Est-ce que tu peux nous parler un peu des messages clés qu'il vous fait passer à ce moment-là, des points de vigilance? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il vous sensibilise et il vous alerte particulièrement? Patrick Bauer, il nous a lancé un message, mais c'était plus au début de la course, la toute première étape. Nous, avant, on a eu les contrôles des sacs et c'est plus les bénévoles qui nous ont parlé de... prenez bien les sachets des pastilles de sel. En fait, on avait des pastilles de sel à prendre toutes les heures, toutes les 45 minutes durant l'effort, parce on perd beaucoup d'eau. On avait une balise sur le sac, donc ils nous ont expliqué comment il fallait faire pour appuyer sur SOS, comment ça marchait si jamais on avait un problème. Voilà, après... Patrick Bauer, il nous faisait des briefs en début d'étape en fait, pour dire en fait, annoncer le nombre d'abandons, un petit peu le parcours, ce qu'on allait voir, voilà. Est-ce que tu peux nous parler du suivi médical à la fois sur les étapes en elles-mêmes et sur le bivouac? J'imagine que c'est un des éléments particulièrement clés dans ce type de course. Ouais. Vous êtes très bien suivis, j'imagine? On est organisé? Ouais. Et puis les bénévoles, ils étaient vraiment top. En fait, au niveau du bivouac, on avait des chapiteaux où on pouvait se faire soigner les pieds. C'est très important parce que on a on se chope beaucoup d'ampoules. Rares sont les gens qui n'ont rien. Et sinon, durant la course, quand on courait, il y avait des 4x4 en fait, où il y avait des docteurs qui nous suivaient en fait. Et dès qu'on avait un problème, on pouvait les interpeller et dire que ça va pas et on pouvait s'arrêter, etc. Donc c'était rassurant parce que finalement, on était vraiment surveillés de près. Il y avait 3 hélicos aussi
qui étaient là pour intervenir en cas d'urgence. Donc on était vraiment bien surveillés. Ouais, ce qui permet d'être serein aussi, je pense, quand on a peut-être un certain doute ou une certaine forme d'appréhension à partir sur ce type de course, de sentir déjà que sur cet aspect-là, on est bien suivi. Je pense que ça libère pas Ouais, mal. on est rassurés, quoi, parce qu'on se dit, bah voilà, s'il y a un problème, hop, on les appelle ou ils sont pas très loin, donc ouais, c'est rassurant. La course, elle se fait en autonomie alimentaire, on l'a évoqué. Est-ce que tu peux nous parler de la navigation? Est-ce que vous avez un parcours balisé? Comment est-ce que tu suis la personne qui est devant toi ou est-ce qu'il y a quand même des points de passage? T'as Oui, une boussole dont tu parlais, ça c'est pour en cas d'urgence ou c'est un vrai outil au quotidien pour avancer dans l'étape? la boussole, effectivement, c'était en cas d'urgence et d'ailleurs, on l'a utilisée à l'étape longue parce qu'on s'est perdu. Mais non, sinon, c'est balisé. Il y a des petites pierres, en fait, roses qui nous indiquent le parcours avec des pancartes aussi. Et normalement, en fait, il y a tellement de monde sur le Marathon des Sables et puis on avance, enfin, on trouvera toujours quelqu'un qui a la même allure que nous et du coup, enfin, c'est assez rare de se perdre, franchement. Puis souvent, c'est tout droit. Enfin, en plus, il y a rien. Suivez le Enfin, sable, suivez la dune. puis il y a rien, quoi. Je veux dire, du coup, oui, enfin, c'est assez facile normalement. Dernière question sur l'organisation de la course. Sur le bivouac en lui-même, vous êtes partantes, c'est ça? Vous êtes regroupés, vous êtes plusieurs partantes, c'est ça, partagées? Oui, en fait, on a donc les tentes, c'est des bivouacs et nous sommes normalement 8 par tente. Ils regroupent les nationalités, enfin français par français, japonais par japonais, enfin voilà. Et du coup, on dort tous ensemble. Donc la tente, faut savoir qu'elle est ouverte. C'est juste un toit. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais tout est ouvert. Donc quand il y a des tempêtes de sable la nuit, Ça rentre par les côtés. ça rentre de partout. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de tempêtes de sable là-bas. Donc voilà, on mange du sable, on est content, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler de la nuit du samedi au dimanche, donc la dernière nuit avant le départ? Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver le sommeil? Ça a été un peu compliqué, mais vu que moi je suis une marmotte de base, finalement j'ai quand même bien dormi. J'avais hâte en fait de partir. Tout le monde avait hâte et moi j'avais pris un matelas. En fait, on emmène des matelas ou pas. Donc voilà, le matelas il était. Il a fait son boulot. Ouais, correct. Même si je l'ai perdu durant l'étape longue et après j'ai dormi au sol, sur le sol. C'était un matelas Harry Potter? C'était non. Non. Ça y est, nous sommes le dimanche 3 octobre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes à quelques minutes du départ de la première étape de 32 km de ce marathon des sables. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Donc c'est vraiment l'impatience qui prime. Et est-ce que tu ressentais des choses un peu différentes par rapport aux autres courses auxquelles tu as pu prendre part? Est-ce qu'il y avait un état un peu différent pour toi sur cette ligne de départ? Franchement, j'avais hâte que ça commence. J'avais trop envie en fait de découvrir les lieux parce qu'en fait, t'arrives dans le bus, enfin t'es dans le bus, t'arrives et au final tu découvres quasiment rien à part le bivouac, etc. Mais ouais, je voulais vraiment explorer, quoi, vraiment voir plus loin en fait de qu'est-ce qui se passait, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait voir. Et du coup, j'avais vraiment hâte et je me suis dit ça y est, on y est après tous ces reports, penser marathon des sables tout le temps et là ça y est, on y est. C'était vraiment la joie pour tout le monde, quoi. On était tous contents, tous pressés. Il y avait une bonne ambiance. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement? Est-ce que la chaleur, par exemple, c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inquiétaient? Alors moi, j'aime pas le sable et je supporte pas la chaleur. C'est le bon choix, le marathon des sables, effectivement, pour toi. Ouais, voilà, je me suis dit, tiens, ça c'est une super course pour moi. Mais le corps s'habitue, il s'adapte, c'est incroyable. Et effectivement, il faisait chaud, mais quand tu avances, tu t'aères en fait. Et limite, c'est mieux de marcher ou de courir quand il fait chaud que rester à rien faire. Et c'est vrai que les étapes où on faisait rien, et sous la tente, en plus, il faisait super chaud et c'était mieux d'avancer en fait. Ça y est, le départ de la course est donné, donc tu fais le choix en pleine conscience d'un départ à rythme modéré, contrairement à certains autres coureurs qui se sont un peu plus emballés au démarrage. C'est plutôt contre-intuitif, je pense, de partir à un rythme aussi doux. Est-ce que ça s'avère délicat pour toi de prendre le parti de démarrer en marchant dès les premières centaines de mètres?
Non, du tout, parce que, en fait, vu que je connaissais pas du tout la course, je me suis dit autant partir lentement pour être bien après. C'est ça d'ailleurs qui m'a aidée. Et puis même avec le poids du sac, j'aurais pas pu courir bien, on va dire. Donc non, voilà, je me suis dit je vais marcher, je vais prendre mon temps. De toute façon, il y a 250 km à faire, donc ça sert à rien de se presser. On a le temps, les barrières horaires sont larges, donc Ouais, voilà. votre stratégie était claire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler donc de cette première étape qui a été, je pense, un super moment d'émerveillement? Mais il y a un mal bien étrange aussi, venu peut-être de l'au-delà, qui est venu frapper un certain nombre de coureurs. Ouais. Il y a une malédiction. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qui s'est passé déjà durant la course, il y a des personnes qui se sont pas senties bien dès le début en fait. Je me souviens d'un coureur qui était sur le côté, il vomissait mais de ouf. Désolée de parler de ça, mais c'est... Et donc là, on était au kilomètre 3 des 250 presque. Je sais pas, on était à la moitié, je crois, même pas. On était au Ouais, kilomètre 15-20 bornes, 10. ouais. Il y en a une qui est tombée déjà, qui a chuté, elle saignait. Enfin, déjà, dès le début, il y avait de la casse. On s'est dit, bon, bah après, c'est normal, c'est une course. Sur arrive. toutes les courses, voilà, ça arrive, pas de souci. C'est vraiment vers la fin, arrivé au bivouac, en fait, que j'ai vu l'hécatombe de tous ces gens qui étaient malades. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a fait beaucoup plus chaud. Je crois que le lundi, la première étape, le dimanche, il y avait plus de 55 degrés. Donc, il faisait extrêmement chaud. Donc ouais, je pense que ça a fait des dégâts. Comment est-ce que tu gères ce contexte qui est relativement anxiogène? Est-ce que tu arrives à rester hermétique à ce climat, ou qui est, je pense que tu n'imaginais pas, en tout cas, qui était un peu inattendu pour tout le monde, ou est-ce que ça met une forme de doute en toi, ou tu n'as juste pas envie que ça te tombe dessus? Durant la course, en fait, j'ai pas trop vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades. Donc moi, j'ai fait ma course tranquille, c'était super. Enfin, j'étais encore dans l'euphorie en me disant c'est trop bien et tout. Il se passe plein de trucs, il y a du sable, il y a plein de trucs à regarder. Et en fait, effectivement, c'est vers le soir, en fait, quand t'arrives, quand tout le monde est malade, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça te fout une pression en te disant j'espère que ça va pas m'arriver, quoi. Parce que quand t'es malade, déjà, c'est pas super, mais en plus, en plein milieu du désert, c'est encore plus stressant. Ouais, et puis le premier jour, en plus d'un projet comme ça qui t'accompagne depuis un peu plus d'1 an, t'as pas envie de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Place à la première nuit de la course. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une soirée et une nuit type sur le bivouac? Est-ce que quand vous arrivez, les tentes sont installées, le dîner, le coucher? Est-ce que vous filez vite, vous reposez une fois que vous avez fait les choses un peu de base, de logistique, laver 2-3 trucs, etc. Enfin voilà, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un temps de discussion aussi et d'échange entre coureurs? Ouais, une soirée type, c'est tu franchis la ligne, tout est déjà prêt et installé. Tu rejoins ta tente et après ça va très vite parce que vu que moi j'étais dans les derniers, le coucher du soleil c'était à partir de 19h. Il faisait nuit à 19h et en fait il faut manger, moi je faisais ma petite lessive. Voilà. D'ailleurs tout le monde s'est moqué de moi. Et puis après si on veut, on peut se faire soigner les pieds. Il y a un temps d'attente, c'est très très long aussi. Et en fait ça va très très vite le soir. Et on se couchait vers 20h30, 21h, tout le monde dormait en fait. C'est quoi la température la nuit sur le bivouac? La nuit, il faisait quand même chaud encore. Je saurais pas vous dire. Une vingtaine de degrés à peu près. Ouais, voilà, parce qu'on n'a vraiment pas eu froid la nuit. Et le matin, à quelle heure les étapes elles démarrent en règle générale? Alors les étapes démarrent entre 8h15 et 9h. Donc c'est assez tard, sachant qu'il fait très très vite chaud et que la lumière, le lever du jour, c'est à peu près vers 5h30, 6h. Et que y a des personnes qui démontent les tentes vers 7h. Donc le matin, par contre, on a du temps. On a le temps de manger, de se préparer, ça, il n'y a pas de souci.
Et ça doit te démanger aussi de partir assez vite, non, j'imagine, une fois que t'es réveillé. Ouais, bah c'est très long le matin. Le matin, c'est assez long. C'est vrai qu'on a envie de partir et puis faut attendre. Donc place au deuxième jour et à une nouvelle étape de 32 km. T'es plutôt sereine ou au contraire un peu préoccupée par tout ce qui se passe et un peu les événements qu'on a évoqués de la veille? Alors le deuxième jour, le matin, je pleure déjà. Parce que je me rends compte que en fait, pendant la nuit, il y en a plein qui étaient malades, qui ont vomi. Et même dans notre tente, il y a une personne qui est pas super bien. Donc c'est hyper stressant pour moi, ça me coupe l'appétit. Donc déjà, en plus de ça, je mange quasiment pas. Et je me force quand même à manger parce que je me dis, sinon, si je mange pas, bah, c'est mort, je vais pas pouvoir avancer. Et donc très stressée, en fait. Le matin, j'ai une pression compliquée, quoi. Mais bon, faut continuer, quoi. Cette étape, elle s'annonce un peu plus difficile et un peu plus casse-pattes que celle de la veille. Et tu vas nous raconter comment elle s'est passée, mais vous avez l'occasion de croiser un coureur qui est assez rompu au Marathon des Sables, qui va vous aider à appréhender au mieux l'exercice délicat qu'est le passage dans les dunes. Qu'est-ce que tu en as retenu et qu'est-ce qu'on doit faire de particulier en fait pour gérer au mieux ces passages dans les dunes? Alors, il y avait un passage où on avait 13 km de dunes au milieu du parcours, qui était la partie la plus compliquée. Mais heureusement, effectivement, on a croisé Guy, une personne qui avait fait 10 fois le Marathon des Sables et qui nous a expliqué en fait comment avancer dans les dunes sans forcer au niveau du cardio. En fait, dès qu'il y a une montée dans les dunes, une montée d'une dune, il faut en fait suivre les pas des autres parce que ça forme en fait des escaliers et toi c'est plus facile que alors, je sais pas comment ils font les premiers parce que ça doit être compliqué. Mais du coup, nous, vu qu'il y avait beaucoup de monde qui sont passés avant nous, bah, ça formait en fait des espèces d'escaliers et du coup, on pouvait monter plus facilement. Les descentes, c'est assez facile finalement de descendre d'une dune. Mais ouais, il y a plein de techniques. Après, il faut essayer de marcher sur des parties dures parce qu'il y a le sable mou et puis il y a le sable dur. Donc, il faut chercher les parties où c'est plus dur, où c'est plus facile à avancer, etc. Et c'est beaucoup en fait de la gestion et du mental. Gestion mentale. C'est ça. En fait, le MDS, c'est faire très attention, prendre ses pastilles de sel, boire beaucoup, s'arroser, et puis en même temps, il faut avoir le mental pour continuer. Et la partie mentale, elle joue aussi sur le fait donc, que vous avez décidé d'y aller à rythme assez modéré. Et très concrètement, c'est-à-dire que vous allez passer beaucoup plus de temps sur les étapes. Toi, tu es à l'aise avec cette idée qu'une étape d'une 30aine de kilomètres, elle va te prendre 8 heures ou 10 heures Ouais. peut-être. Alors j'avoue, c'est super long quand on se dit, bon, bah, on démarre et on sait que ça va durer au moins 8-9 heures. 8-9 heures de marche, c'est très long. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que vu que les barrières horaires sont très très larges, qu'on peut faire du 3 km à l'heure à peu près, je crois que c'est une moyenne de 3 km à l'heure, au moins on a le temps en fait on a des CP, c'est comme des ravitaux en fait, où au moins ils ont installé des tentes et tu peux t'installer, te poser, manger, et finalement on avançait CP par CP et mentalement c'était mieux, parce qu'on se disait pas on va faire 30 km, on se disait dans 13 km il y a le CP1, après il y a le CP2 et c'est mieux de penser comme ça. Le deuxième soir, à l'issue de l'étape, Patrick Bauer sollicite un rassemblement général imprévu. Est-ce que vous aviez une idée de la teneur de son annonce à venir? Alors moi perso, pas du tout, j'étais pas du tout au courant de ce qu'il allait dire. Après, effectivement, il nous annonce qu'il y a eu un décès en fait dans les dunes. Alors là, ça me casse parce que déjà j'étais stressée par toutes les personnes qui étaient malades et que je me suis dit mais ça va tomber sur moi à un moment donné. Et là, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Je pleure d'un coup alors que je connaissais même pas cette personne-là, mais je me dis oh là là, mais c'est pas possible de décéder comme ça, et ça m'a beaucoup impactée en fait. Même aujourd'hui, c'est un sujet assez sensible. Et sur le bivouac aussi, j'imagine l'ensemble de... Ouais, tout le monde a été impacté. Ouais, c'était très pesant.
t'arrives à trouver quand même la ressource et l'envie le lendemain matin pour repartir? Le lendemain matin, toujours pareil, stressée, mais je me force encore à manger. Je me dis, bon, la troisième étape, donc c'était un 37 km, donc un peu plus long, mais plus du plat. Donc on se dit, ce sera mieux. Et du coup, on y va quand même, quoi. On y va. Donc la journée, elle se passe plutôt bien pour toi, mais le traumatisme, il a encore l'air assez présent dans les esprits de tous, comme tu as pu le constater lors d'un passage où le vent s'est levé. Il y a une des participantes qui est un peu en difficulté, qui a paniqué. C'est ça, il y a un passage, c'était sur du plat, mais c'était très très long, 2-3 kilomètres, où on était tous en file indienne, on avançait, et il y avait beaucoup de vent, mais le vent il était très chaud. Et en fait, il y avait personne, il y avait pas les docteurs avec les 4x4, et il y avait personne. Et même moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais si là je tombe, je fais comment? Il y a rien. Et en fait, les docteurs, il faut savoir qu'ils étaient, eux, c'est pareil. Ils étaient à droite, à gauche. Il y a eu tellement de malades qu'en fait, eux, ils étaient overbookés. Les hélicos, ils étaient overbookés. Et d'ailleurs, même Patrick Bauer, il nous a dit vous déclenchez la balise que si c'est en cas d'urgence pour éviter. De saturer. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on arrivait au CP, il y avait une coureuse qui restait traumatisée parce qu'elle a pensé à la même chose que moi. Sur cette longue ligne droite interminable, elle s'est dit, mais. Si je fais un malaise, je fais comment? Il y a une crise en fait, crise de panique en fait. Est-ce que toi tu prends particulièrement soin à jamais être seul justement, même indépendamment de cette tragédie sur la course? Est-ce que de toute façon tu étais dans l'idée de rester toujours accompagné, même si naturellement tu dis que c'est plutôt un flot continu de coureurs, mais en tout cas tu faisais vraiment gaffe à ça? Ouais, les 3 premiers jours, j'étais toujours accompagnée, à part la fin quand il reste 4-5 km, là je me dis je peux avancer un peu plus vite, mais ouais, j'ai toujours été avec quelqu'un. Donc là, est-ce qu'on peut dire que la course commence quand même à basculer dans une autre dynamique et la spirale s'inverse puisque cette étape-là se passe bien pour toi et place désormais au gros morceau de la course qui est la 4e étape qui fait plus de 80 km, 82,5 pour être précis. Elle te fait peur? En fait, on n'a pas trop le temps de stresser. T'arrives, tu manges, tu dors et voilà, c'est le lendemain et t'es au départ de la course. Donc c'est vrai que le matin, pareil, toujours, c'est hyper stressant. Tu te dis, tu sais pas trop, mais il faut pas trop réfléchir finalement. Il faut y aller et puis tu verras quoi. Et comment elle se passe justement cette étape pour toi? Franchement, super bien. Très très bien. En fait, moi, le seul truc que je voulais, c'était la tombée la nuit, en fait. Je me suis dit, parce que dans la journée, il fait super chaud, mais je sais qu'à partir de 16h, 17, il commence à faire moins chaud. Déjà, tu respires plus, t'es mieux. Et ensuite, après, il fait nuit et tu te dis, ah, enfin, quoi, tu vas pouvoir avancer sans, en tout cas, avoir cette grosse chaleur. Et c'est mieux, déjà. Et est-ce que c'est encore plus magique, le cadre de nuit? Est-ce que tu profites c'est autre chose que ce que tu avais vu jusqu'alors? Est-ce que c'est aussi grisant? Finalement, on voit rien. c'est pas super. En plus, on s'est perdu. Donc, du coup, on a sorti la boussole. C'était la galère. Mais la nuit, effectivement, on était super... Enfin, moi, perso, j'étais super fatiguée et il y a un moment, effectivement, avec Patrice, mon pote, on a dormi 4 heures sur un CP, parce que de toute façon, les barrières étaient larges. Et on a bien fait, parce qu'après, il y avait la montée du Djebel. Et c'est une côte à 28%, à la corde, en pleine nuit. Tu grimpes à un moment, t'as des gros cailloux, faut grimper, c'est limite de l'escalade. Et je me suis dit, mais waouh! Heureusement qu'on a dormi juste avant, quoi. Parce que sinon... dur. Une fois que le Djebel est derrière toi, tu retrouves pas mal d'allons sur les 20 km qui restent, à peu près environ 20 km. Et tu arrives plutôt, je ne sais pas si fraîche c'est le terme approprié, mais en tout cas dans des bonnes dispositions à l'arrivée de cette 4e étape. Ouais, il reste 20 km, il y a un CP à 10 km et tu te dis,
Ça y est, t'as passé le plus dur et t'as bientôt fini, il te reste plus que 20 kilomètres. Et donc, j'ai commencé à alterner marche-course. J'ai senti, quelque chose qui fait que ça y est, quoi. Il faut y aller, quoi. Donc là, tu termines cette 4e étape dans un état plutôt d'euphorie parce qu'il y a le sentiment de l'avoir. Elle est derrière toi désormais et puis vous avez une journée de repos devant vous maintenant avant de vivre la 5e étape. Comment est-ce que tu occupes cette journée ? Donc vous arrivez au petit matin puisque vous avez mis un peu plus de 24 heures, je crois, pour faire ces 82 km. Comment est-ce que tu vis cette journée ? Comment est-ce que tu l'occupes ? C'est repos avant tout ? Ouais, franchement, on a savouré cette journée en se disant, ça y est, on a fait le plus gros déjà. Ensuite, l'atmosphère au niveau du bivouac, c'était plus détente, enfin plus détendu, plus détendu, plus détendu. En tout cas, il y avait des tentes, ça c'est sûr. C'était plus détente aussi. Ouais, c'était vraiment. Enfin, là, ça y est, on entendait les cris de joie. C'était plus les bruits de vomi là. Du coup, c'était vraiment tout le monde était content. C'était un relâchement pour tout le monde. C'était vraiment bien. J'ai pu profiter en fait de cette journée pleinement pour me reposer, manger. Là, j'avais faim. Je me suis dit, ça y est, si j'ai faim, j'en profite, je mange. Je mange mon lyophilisé nul, mais j'avais faim quand même. Et puis j'ai pu me faire soigner les pieds correctement aussi pour l'autre étape, l'étape marathon du lendemain. Je ne sais pas si c'était un sujet pour toi, mais est-ce que tu as le sentiment à ce moment-là, en tout cas, que tu vas réussir à finir ce marathon des sables ? Ou est-ce que dès le début, tu avais le sentiment que c'était faisable ? Une fois que tu avais un peu domestiqué le terrain et un peu pris confiance Là, je me suis dit, j'ai passé le plus gros. Il y a quand même l'étape marathon qui... On ne sait pas ce qui va se passer, c'est quand même long. Mais c'est vrai que c'est un peu moins stressant. Quand on a passé l'étape longue, on se dit, ça y est... le gros morceau est derrière. Ouais, c'est ça. Place donc à cette 5e et dernière étape chronométrée avec le format marathon donc de 42 km. Le départ est plus matinal qu'à l'habitude. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette dernière étape chronométrée pour toi ? Le départ était à 7h. Donc, l'avantage, c'est que je me suis dit, bon, allez, c'est la dernière... l'avant-dernière étape, on va dire. Je me suis dit, je vais commencer à courir parce que vu qu'il fait encore frais le matin à 7h, c'est nickel. Donc j'ai alterné en fait, même pendant tout le long finalement, j'ai alterné marche et course. Et ça passait beaucoup plus vite, c'était mieux déjà. Et puis voilà. Tu as eu aussi certains problèmes d'hydratation. Est-ce que ça a été aussi je pense que tu as fait appel à d'autres coureurs sur cette étape-là. Est-ce que c'était aussi l'illustration de ce que tu évoquais tout à l'heure sur la solidarité qui règne sur la course et cette bienveillance généralisée ? Ouais, j'ai fait l'erreur dans mon sac de pas emmener assez de poudre pour mettre dans l'eau. Et à un bout d'un moment, j'en avais plus. J'ai demandé en fait à des Anglais, même des Français, s'ils avaient pas de l'Isostar ou quelque chose d'autre pour mettre dans l'eau. Et à chaque fois, ils m'ont tous répondu oui, quoi. Tout le monde était là dès qu'on manquait de quelque chose. Tout le monde était présent pour te filer ce que tu n'avais pas. Et il y avait une solidarité incroyable entre coureurs et c'était trop bien. C'était super. Tu boucles les 250 km de ce marathon en un peu plus de 59 heures et termines dans le top 300. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu franchis la ligne d'arrivée à cet instant-là où c'est terminé, en tout cas sur la partie chronométrée ? Alors, je suis super contente, un peu dans l'euphorie. En plus, on te remet la médaille, c'est trop bien. Et là, je me dis non, mais de toute façon, je vais pas pleurer. J'étais émue, mais ça allait. Et en fait, je croise... Tu t'écroules. en fait, je croise un pote à moi qui fait partie des organisateurs de course, Michel Bach, que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là, qui a été invité en fait au MDS parce que c'est une personne qui a fait au moins 24-25 fois le MDS. Et je le vois, et là, je m'écroule dans ses bras, je pleure de ouf. Je suis vraiment KO. Voilà. Et qu'est-ce qui prime à ce moment-là ? C'est de la satisfaction, de la fierté C'est franchement une libération, c'est un stress en moins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tombée malade le lendemain, parce que du coup, je me suis sentie après apaisée, mais vidée, quoi. Vidée d'énergie. Voilà.
Pour parler plus globalement des résultats de la course, donc à l'occasion de ce 35e marathon des sables, c'était la 8e victoire pour le Marocain Rachid El Morabiti qui a terminé devant son frère en un peu plus de 21 heures et donc une moyenne de plus de 10,5 km/h, donc c'est assez dingue, pour pas dire complètement dingue. Sa compatriote Aziza Raji s'est-elle imposée pour la première fois chez les féminines en 30 heures et en 16e position au scratch, ce qui est aussi absolument remarquable. À noter également les belles perfs du Français Meryl Robert qui a fini 3e et la 5e place de Mathieu Blanchard qui s'est essayé aussi pour la première fois au marathon des sables. Et chez les femmes, on trouve 2 Françaises aux mêmes positions, donc 3 et 5, avec respectivement Aïcha Omrani et Elise Caillé. Donc les Français se sont bien comportés aussi sur cette course. Donc à l'issue de cette 5e étape chronométrée, tu as le droit à ta médaille, ça y est, tu as fini. En fait, tu n'as pas vraiment fini parce qu'il reste une étape solidaire de 8,5 km et en fait, cette étape, il faut la finir. C'est-à-dire que même si tu as eu ta médaille, si tu ne termines pas cette étape solidaire, on te l'enlève et puis tu es hors course. Et là, il y a eu un petit piment. Enfin, ça s'est pas passé à nouveau. L'aventure n'était pas totalement terminée à ce moment-là. C'est clair. En fait, pendant la nuit, déjà, je me sens vraiment pas bien du tout. Et le matin, moi qui pensais que... Enfin, je me suis dit, ouais, les 8 km 5, bon, c'est bouclé. Tu fais une marche de 2 heures et c'est bon. Mais en fait, c'était la pire étape pour moi, finalement. parce que là, le matin, je me lève. Franchement, le moindre geste, c'était horrible. J'en pouvais plus. Je suis allée voir les docteurs et c'est eux qui m'ont expliqué. Ils me disent, bah, c'est normal. En même temps, t'as fait quasiment 250 km dans le désert. Et puis, bah, c'est la pression qui retombe. Donc, voilà, t'es dans un état un peu zombie. Donc, je me dis, ok, c'est normal. Ils me filent un médoc. Et j'ai trop subi la course. Oh là là. En fait, je comptais. Toutes les 10 minutes, je regardais ma montre en me disant, ah, ça y est, il y a 1 kilomètre de passé ou pas. Et franchement, La corvée. Ouais, c'était horrible. Les 8 km 5, c'était... En fait, il était temps que ça se termine pour moi parce que franchement, j'étais au bout. En fait, mon corps, je pense qu'il était Si hors t'avais une service. étape de 30 km à gérer comme la première, t'aurais peut-être pas pu. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Et j'ai pensé à tous ces gens qui étaient pas bien dans le désert, qui devaient poursuivre. Alors que moi, bon, ça allait. J'avais que, entre guillemets, 8 km 5 à faire. Et je savais que c'était fini après. Et qu'on avait des bus, qu'on rentrait en bus, etc. Climatisés en plus, c'était trop bien. Mais ouais, franchement, j'ai pensé à tous ces gens-là qui étaient pas bien, qui devaient faire au moins plus de 30 km. Je me suis dit, mais comment ils ont fait ? Admirable. Ouais. À l'issue de la course, donc tu montes dans le bus climatisé, direction Ouarzazate pour un repos bien mérité. Quelle est l'ambiance pour ces 2 jours à l'issue de la course et ces 2 jours qui vous restent sur place ? Est-ce que c'est du repos, des visites, une ambiance peut-être un peu plus festive ? Ouais, en fait, il y avait plusieurs hôtels. On n'était pas tous hébergés dans le même hôtel, mais chacun partait de l'hôtel pour retrouver les autres, parce qu'on n'était pas très loin, en fait. Ouarzazate, c'est pas une grande ville. Et on a beaucoup, au maximum, on a profité de la ville, on a visité, on s'est fait des restos, de la vraie nourriture, c'était trop bien. Et puis, ouais, on a fait En fait, on a retrouvé les gens qui avaient abandonné. Ça, c'était trop bien aussi. On sortait du bus, ah bah il y a un tel et un tel, ah bah oui et tout, parce que bah, eux ils sont restés aussi. Donc tout le monde s'est retrouvé, c'était trop bien. Quels ont été pour toi les facteurs clés de ta réussite sur cette course ? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à aller au bout ? Moi, sincèrement, c'est le fait de ne pas avoir couru les 3 premiers jours. Et peut-être, on peut dire aussi d'accepter l'idée de ne pas courir, d'avoir aussi cette force Ouais. de pas se laisser piéger, à se dire, ok, je vais quand même courir, même 2 km, c'est pas grave, ça va pas me mettre dedans. Et puis, tu as réussi à quand même avoir la force de te contraindre. C'est ça, parce que c'était très long. Marcher, c'est très long, quoi. C'est pas comme courir. Mais je pense vraiment que c'est ça qui m'a sauvée, parce que quand j'ai alterné marche et course sur l'étape marathon, et ben voilà, le lendemain, j'étais pas bien comme les autres. Et je pense que c'est un peu tiré sur la corde, le fait de courir sous 55 degrés avec du poids dans le dos. C'est une expérience extrêmement exigeante, on l'a compris. Est-ce que malgré tout, et de façon peut-être étonnante, est-ce qu'il y a des choses qui étaient un peu moins difficiles que ce que tu imaginais ? Oui, parce que dans ma tête, je pensais qu'on allait faire que des dunes, enfin que du sable, mais finalement, heureusement, il n'y a pas que ça. Et il y a pas mal de portions qui sont plates, où tu peux courir si tu veux. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que il y a vraiment, tout est varié. Il y a une portion aussi où il y a beaucoup de cailloux,
portion des dunes, des dunettes. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est très varié. Tu t'en as mis plein les yeux, t'as vraiment vu des paysages exceptionnels, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Mais... Ouais, on est passé aussi dans des petits villages. Il y a des gens, ils habitent au milieu du désert, au milieu de nulle part. Et il y a des enfants aussi sur le côté qui nous demandaient un gâteau. Ils disaient un gâteau, de l'eau. Enfin, Et toi, t'avais des gâteaux au chocolat fondu à leur proposer. Voilà, du Nutella fondu. Voilà, mais c'est impressionnant. En fait, comment dire, tu te dis, mais il y a des gens, ils ont une vie complètement opposée de toi, enfin rien à voir avec toi, et c'est incroyable, quoi, de découvrir tout ça. Même les paysages, ça n'a rien à voir avec ce que tu vis en France. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un enseignement, enfin, si quelqu'un demain venait te voir et te disait, voilà, je projette de faire mon premier marathon des sables, c'est quoi les éléments clés que tu as envie de lui transmettre ? Ne le fais pas, non, je sais pas. Moi, en fait, j'ai fait pas mal d'erreurs au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de barres, des choses qui me faisaient plaisir, comme du chocolat, mais enfin des brownies ou des trucs comme ça. Et en fait, durant la course, ce que j'avais envie, c'était des trucs frais, comme de la compote, des fruits, des produits pour mettre dans l'eau, enfin des trucs liquides, fruités. Et franchement, ça c'est l'erreur que j'ai faite et que je referai pas si jamais j'y retourne, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec ce marathon des sables ? Pour toi, c'est quoi le truc vraiment unique ? C'est le tout, en fait. le paysage, la solidarité, vraiment, c'est un tout. C'est une ambiance. Je pense que l'ambiance, tu peux pas la retrouver ailleurs qu'au Marathon des Sables. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens de ce Marathon des Sables ? C'est une question très compliquée parce que, en plus, là, c'est très frais dans ton esprit, donc j'imagine qu'elle se mêle. Mais s'il y en avait une qui incarnait ce Marathon des Sables ? Voilà, une image, l'image de l'arrivée, quoi. Avec Patrick Bauer qui t'attend avec les médailles. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que cette course, elle t'a appris sur toi ? Est-ce qu'elle a révélé des choses ? Si oui, quoi ? Oh là, question compliquée. Est-ce que tu t'es prouvé certaines choses ? Enfin, j'imagine plein de choses, mais est-ce que... Ouais, c'est vrai que vu que cette année, j'avais abandonné sur l'ultramarin pour cause de blessure, et qu'ensuite, je me suis fait une entorse à 6 semaines avant le Marathon des Sables, j'ai eu un vieux doute en me disant ça va être compliqué le Marathon des Sables. Donc ouais, vraiment super contente de moi d'être allée jusqu'au bout. Et d'ailleurs, merci à tout le monde, à tous les messages que j'ai reçus, c'était incroyable. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent à la télé ou dans les livres. Ou dans les podcasts maintenant. Voilà. Et tu te dis, ouais, t'étais là, quoi. Et tu l'as fait, quoi. Donc c'est... Ouais, un accomplissement de vie, vraiment. Ouais, tu te dis que c'est pour les autres, c'est que c'est pas pour toi. Et finalement, maintenant, tu l'as fait, quoi. Habituellement, à ce moment de l'épisode, on parle un peu d'avenir et des futurs projets. Donc toi, on l'a compris, tes projets, ils sont un peu sous cloche là pour les prochains mois. Tu as déjà des perspectives, peut-être à horizon fin d'année 2022. Est-ce que tu t'accroches déjà à des projets ? Absolument pas. Après, souvent, je m'inscris un peu au dernier moment sur des courses, mais là, pour l'instant, non, j'ai rien du tout de prévu et je me projette dans rien du tout pour l'instant. Je vis au jour le jour, on va dire. Est-ce que tu as malgré tout un rêve de course que tu n'aurais pas réalisé jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire après un marathon des sables ? Est-ce que tu as envie d'aller chercher autre chose, mais qui soit aussi avec ce niveau de dépassement absolu ? Ouais, j'aimerais bien continuer à faire des courses dans d'autres pays que la France, et notamment la Sénégazelle, qui est une course féminine, je crois, oui, c'est ça. Vu le nom, c'est probable. Oui, Sénégazelle. Et j'aimerais bien la faire, ça fait très longtemps que j'aimerais bien faire cette course-là. En fait, on fait des distances tous les jours, et en fait, on apporte dans les écoles en fait des stylos, des cahiers, de tout ce qu'on a ramené en France,
Pour ces personnes-là qui sont les Africains qui n'ont pas beaucoup d'affaires pour eux, quoi, en fait. Et je trouve ça, pour moi, c'est du concret et je trouve ça excellent de courir et en même temps de venir apporter du matériel aux enfants. Très belle initiative, je connaissais pas, mais effectivement, c'est très chouette. Donc ça fait très longtemps que je veux faire cette course-là. Voilà. Elisa, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, une citation qui incarnerait ta façon d'appréhender la vie ou ta relation au sport. Est-ce qu'il y a une phrase qui pourrait synthétiser tout ça, la quintessence de ce que tu... Ouais, complètement. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Avec la voix de crooner en plus. Qui ne tente rien n'a rien. Effectivement. Et toi, t'as tenté et t'as eu. Voilà, c'est ça. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Elisa d'avoir pris le temps de nous faire vivre de façon si spontanée et immersive l'intérieur de cette course par nature épique et qui a visiblement été plus que jamais à l'occasion de cette édition. Bravo à toi d'avoir su si bien gérer cette aventure et d'avoir fait, dès les premiers mètres de course, ce choix stratégique payant qui t'a permis de faire partie des privilégiés, avoir eu le plaisir de rallier la ligne d'arrivée. On n'en a pas parlé, mais je crois qu'il y a eu 50% d'abandon. 48%, Là où habituellement les standards, c'est plutôt entre 5 et 10. Donc on mesure l'hécatombe, le niveau d'hécatombe sur cette édition 2021. Il est bien évidemment impossible de conclure cet épisode sans adresser nos pensées à la famille et aux proches du coureur qui a laissé sa vie sur ce marathon des sables. On s'habituera jamais à de si tristes nouvelles dans le cadre de la pratique de sa passion pour la course à pied. Voilà, c'est des choses qui sont difficiles à accepter pour tout le monde, qu'on soit proche de la victime ou pas, c'est très dur. Merci encore pour nos échanges, Elisa. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes projets, que ta cheville aille vite mieux, voilà, pour qu'on puisse suivre tes aventures sur de nouvelles courses le plus rapidement possible en 2022. Enfin, prends le temps de te retaper quand même. Et puis là, à court terme, récupère bien du marathon des sables. Bravo de ne pas t'être endormi dans le podcast. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir 2 tensions. Oh là là. Je suis trop KO. À bientôt, Elisa. Merci à toi. Ciao. Ouais, c'est ça. Et il y a une autre Française qui a fini 5, Élise quelque chose. J'ai cru que c'était toi. À un moment, j'ai vu Élie. Non, pas Elisa. non. Quand je regardais les résultats. Moi, j'étais la dernière. 10e senior fille, attends. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu plein d'abandons. J'ai vraiment traîné, quoi. T'es au bout de ton premier marathon des sables. Ouais, voilà. C'est tout ce que je voulais et voilà. Mission remplie, quoi. C'est génial, franchement. Attends, je regarde mes de réception. Quel enfer, cette course. Ça, je le mettrai à la fin de l'épisode, d'accord? Allez, bim. La vérité. La vérité. N'y allez pas, surtout n'y allez pas. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.